بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أيها الأخوة أيتها الأخوات أحييكم بتحية الإسلام تحية من عند الله مباركة طيبة. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On va réfléchir ensemble à notre implication et plus spécifiquement bien sûr à notre réflexion sur la question palestinienne en tant que telle. Et en même temps, c'est vrai que ça peut nous aider à une réflexion plus générale sur ce que des Français de confession musulmane et plus généralement préoccupés par l'état du monde, ont à dire sur l'état du monde et sur la politique internationale. Et ça touche en retour votre positionnement citoyen par rapport à votre propre État, bien sûr, propre gouvernement, bien sûr. Alors, moi je vais faire d'abord une introduction extrêmement courte, en posant un certain nombre de questions et de problèmes que je peux percevoir. J'étais très récemment, je suis allé à plusieurs reprises et j'ai pu me rendre compte également des problèmes qu'il y avait dans le discours des Américains de confession musulmane, des Nord-Américains de confession musulmane sur la question palestinienne. Un vrai problème, non, plutôt une vraie série de problèmes. Alors ce que je vais faire là maintenant avec vous, c'est de déterminer en guise d'introduction une série de problèmes que je peux percevoir et qui sont vraiment cruciaux parce que je ne vois pas à l'horizon émerger un discours fondé sur une réflexion basée sur une compréhension générale du problème, si ce n'est malheureusement la décharge émotive qu'expriment très souvent, et heureusement d'ailleurs, les musulmanes et les musulmans lorsque la télévision, lorsque les médias, d'un point de vue général, parlent de la situation catastrophique du peuple palestinien, et donc c'est la décharge émotive, affective, qui fait que tout à coup on descend dans la rue, et que là maintenant, vous avez remarqué, on en parle moins, et donc il n'y a pratiquement plus personne dans la rue. En d'autres termes, le tempo médiatique sert à la résonance des manifestations que nous proposons, et donc ça aussi, c'est une question qu'il faudrait qu'on se pose. Donc une série de questions que j'aimerais vous poser, donc ça va prendre quelques minutes, ensuite la parole va vous être donnée. Je crois que c'est une excellente méthode là qui a été choisie par les organisateurs, c'est de vous donner beaucoup la parole aujourd'hui, puis ensuite dans un troisième temps, donc après cette introduction, vos réflexions les uns et les autres, et bien peut-être une synthèse à partir de vos réflexions, à partir de vos questions et de vos interrogations. Quel est le problème en fait? Le premier problème que l'on a par rapport à la question palestinienne, c'est la compréhension profonde de la situation et des enjeux de cette situation. S'agit-il d'une problématique qui est spécifiquement politique? S'agit-il d'une question qui est fondamentalement religieuse? S'agit-il d'un rapport que les musulmans auraient de façon essentielle et déterminée et de façon donc conflictuelle avec la tradition juive? S'agit-il aujourd'hui d'une blessure qui est aujourd'hui dans le monde arabo-musulman et qui détermine la réalité du rapport que les musulmans ont avec l'Occident? En d'autres termes, de quoi s'agit-il? De quoi parlons-nous? Un certain nombre d'entre vous, lorsqu'ils parlent, mettent en évidence le fait que c'est une spoliation strictement politique. Le débat, il est uniquement politique. Et donc, c'est l'histoire d'un État qui se constitue sur la terre d'un autre peuple et qui le spolie
de l'ensemble de ces droits pour déterminer, constituer, institutionnaliser l'État d'Israël et finalement ne pas reconnaître les droits du peuple juif. C'est une des approches, et vous l'entendez d'ailleurs, pratiquement chez tous les partenaires que nous avons jusqu'à aujourd'hui, la réalité de ce premier moment de l'histoire, puis ensuite aujourd'hui de cette répression à laquelle nous assistons quotidiennement dans les territoires occupés et avec le déni de l'ensemble des décisions qui ont été stipulées par les Nations Unies au travers de l'histoire récente par rapport aux résolutions qu'il y a pu y avoir et qui se sont accumulées et qui n'ont jamais été respectées pour la quasi-unanimité. Bien, on peut avoir cette approche. Pour d'autres qui peuvent intervenir sur les mêmes estrades, la question n'est absolument pas de cet ordre. Dans le fond, l'État d'Israël et l'islam, c'est une question religieuse, et strictement religieuse. Le droit des musulmans à leur lieu saint et à la place et à la reconnaissance et au respect de ce droit nous amène à la non-reconnaissance ou peut amener chez certains à la non-reconnaissance de fait, de droit et sur le plan historique du seul État d'Israël et de l'État d'Israël en tant que tel. Et c'est un autre discours. Mais qui peut rejoindre le premier au sens que l'on voit aujourd'hui à la télévision un peuple réprimer, les Palestiniens. Et donc on va parler de la répression contre le peuple palestinien et on va dire à partir de cette répression quelque chose sur le fait religieux. Dans les deux cas, si vous écoutez, on s'aperçoit qu'il y a un malaise. Et la réalité aujourd'hui, c'est que beaucoup d'entre nous ici, dans la salle, pensent quelque chose à voix basse et disent autre chose à voix haute. Ils peuvent dire à voix haute respect du droit des Palestiniens à leur terre. Ils peuvent penser à voix basse non-reconnaissance totale de l'État d'Israël. Et quand on ne le dit pas, on dira de façon détournée que même si l'on reconnaît l'État d'Israël, on est quand même dans l'obligation de reconnaître qu'il y a spoliation et on aimerait quand même l'État palestinien. Et il y en a certains, quand vous grattez un peu, c'est assez amusant, parce qu'ils peuvent dire en public quelque chose à laquelle ils ne croient pas en privé. Ils peuvent dire, pour défendre les Palestiniens, nous sommes pour 2 États, l'application des résolutions de l'ONU. Puis vous prenez le frère à côté, il dit, t'es vraiment toi pour 2 États? Et il dit, non, non, je dis ça pour les Palestiniens. En d'autres termes, là où vraiment nous touchons du doigt les vraies contradictions de la conscience des citoyens européens de confession musulmane, il est exactement là. Il n'y a pas de discours clair sur ce que l'on dit et ce que l'on veut et ce que l'on soutient. Ce qui fait qu'on a des discours alambiqués. Ça, c'est sur le plan général. C'est sur la question palestinienne en tant que telle. Il faudra bien falloir qu'on en parle un jour de savoir qu'est-ce qu'on veut et qu'est-ce qu'on dit vraiment. Parce que vous ne pouvez pas publiquement dire « Nous sommes pour les résolutions des Nations Unies pour la protection des droits palestiniens » et en même temps dire en privé « Mais je ne reconnais même pas l'État d'Israël ». Vous ne pouvez pas utiliser le droit international pour protéger un peuple et nier les résolutions du droit international quand il a reconnu un État. Vous ne pouvez pas utiliser le droit pour vous et le nier pour les autres. Ou alors il faut avoir une position, il faut avoir un double discours. Alors ça, c'est les champions. Nous sommes parfois, c'est vrai, quand certains nous disent « mais il semblerait quand même que vous avez un double discours », franchement, qui d'entre nous ne sait pas que ce qu'on entend dans les mosquées, ce n'est pas ce qu'on entendra sur la voie publique. Que parfois, il y a un discours dans les mosquées qui est totalement différent que ce qu'on dit sur la voie publique. Qui peut le nier, ça? Qui peut nier aujourd'hui, en pouvant se lever ici dans cette salle, qu'il n'y a
pas dans la communauté musulmane aujourd'hui même des invocations qui, si elles sont prises et comprises sur le plan absolu, ne peuvent être qualifiées en langue française que de judéophobes. Qui peut le dire? Personne, parce que c'est vrai. Parce que certains ont des invocations judéophobes. Et ils sortent de la mosquée et disent, on n'a rien contre les juifs, nous c'est contre les sionistes. Mais là, tu as dit juifs, là. Alors, il faut qu'on se mette d'accord. Soit, comme certains, un jour j'étais aux États-Unis, à la sortie de la mosquée, je discute avec un frère et on parlait de ça. Il me dit, attends, la ruse en temps de guerre, c'est possible? Je dis, la ruse en temps de guerre, bien sûr. Et il dit, on est en temps de guerre. Et j'ai continué la discussion. Je lui dis, alors ça veut dire que quand tu sors voir un Américain, concitoyen, lui de confession chrétienne ou autre, et toi de confession musulmane, tu lui dis bien, on est en état de guerre, je te dis ce que je veux. Ou alors tu lui dis, on est en état de guerre, au minimum, qu'il sache quand même que tu es en conflit. Parce que dire à quelqu'un on est en état de guerre et puis qu'il ne le sache même pas, c'est pas de la trahison, c'est de la lâcheté. C'est lâche. Moi, si quelqu'un vient vers moi et me salue et me traite de concitoyen et dans sa tête il est en guerre avec moi, c'est un lâche. Soit tu te lèves et tu me dis que tu es en état de guerre, soit tu es en état de paix. Et les règles de la paix ne sont pas les règles de la guerre. C'est-à-dire de savoir ce que ça veut dire, min el-kaba'ir en islam, parmi les grands péchés, d'avoir un contrat avec quelqu'un et de le trahir. Min el-kaba'ir. Et quand tu es avec un concitoyen, tu es dans un contrat tacite que nous sommes en état de paix. Donc il faut savoir. Si on est en état de paix, il y a un contrat entre nous, implicite. Et devant Allah subhanahu wa ta'ala, que tu sois musulman ou que tu ne le sois pas, le contrat, il est sur ma tête. Là-dessus serait jugé. C'est-à-dire tu seras demandé, tu seras questionné sur les contrats. Donc il faut savoir où on en est. Donc ici, sur le plan général, vous m'avouerez que c'est pas clair. Et deuxième élément, et je m'arrête là parce que je pourrais vous faire une liste des domaines dans lesquels c'est pas clair, c'est ce qui est en train de se passer maintenant. Il y a une chose qui est sûre et dans laquelle nous sommes tombés. C'est qu'aujourd'hui, en face de nous, ce n'est pas une guerre traditionnelle, deux camps, l'un contre l'autre. Vient se surajouter à deux camps l'un contre l'autre, dont il faudra quand même dire un jour que c'est un éléphant en face d'une souris. Déjà qu'il y ait une table de négociation entre l'éléphant et le souris, ça tient de l'illusion d'optique. Parce que c'est pas vrai. Parce que la réalité, c'est qu'il n'y a pas de table. Donc, déjà, on est dans ce type de conflit, mais viennent se surajouter d'autres champs de bataille. Quand le jeune Muhammad, rahimahullah, est décédé, Shimon Peres a dit, c'est une guerre de l'image. Au moment où il dit ça, son intuition, c'est qu'ils sont en train de la perdre. Parce que cette image, elle a fait le tour du monde et tout le monde a dit, mais c'est pas possible. C'est à ce moment-là que vous avez vu le plus haut degré du cynisme s'exprimer à la télévision, quand un certain nombre de sionistes et de partisans de l'État d'Israël sont intervenus pour faire de la surenchère, pour expliquer deux choses. Un, que les médias français étaient pro-palestiniens. Deux, que les victimes, en fait, c'étaient les militaires israéliens obligés dans leur désespoir de tuer des enfants et de viser la tête. Ça a existé, on l'a entendu ici. Donc, on avait une guerre de l'image, et on a une guerre de l'image. Raison pour laquelle vous avez vu combien on pu être choqués de la façon dont à un moment donné on a traité les journalistes au moment où ils s'approchaient des territoires occupés. Mais on a une autre guerre,
C'est une guerre des mots, une guerre du verbe. Exemple, Ben Laden est un terroriste, Arafat est notre terroriste. Sur le terrorisme. Après le 11 septembre, la guerre au terrorisme, dont vous avez remarqué d'ailleurs depuis hier qu'on n'a pas fini d'en parler, vous allez voir, ça va nous être servi chaque 2 ou 3 mois. Ben Laden a ce site tout à fait particulier que lui, il n'a pas besoin de ressusciter, c'est qu'il ne meurt pas. Eh bien, la guerre des verbes, c'est-à-dire la lutte contre le terrorisme, et tout à coup, ce sont des terroristes. Et de nous servir que le terrorisme qui a frappé contre les 2 tours aux États-Unis, c'est le même que celui de la résistance palestinienne. Guerre des mots, même définition. Des terroristes, des fous. Mieux, parce que alors ça fallait vraiment le faire, ça. Des nihilistes. Des nihilistes qui croient à rien. En disant cela, de ce qui se passe comme résistance en Palestine. Deuxième élément. Troisième chose, et alors là on a tout entendu à l'envers et à l'endroit, et qui a montré un des points de grande faiblesse dans l'argumentaire des musulmans, les attaques suicides. Terrorisme, possible ou impossible? Et alors là, ça c'est le règne du quadruple discours. Pas double. Là, on change à géométrie variable. Pour certains, c'est halal. Et alors, on prend effectivement l'avis d'un certain nombre de savants. Amaliyat Esteshaliya, c'est-à-dire c'est sur le martyr. D'autres, c'est absolument inacceptable. D'autres, c'était plutôt alambiqué. Mais on n'a pas de réponse claire. Et à un moment donné, il faut avoir une réponse claire. Il faut savoir si on a des principes ou si on n'en a pas. Il faut savoir si on a des positions de stratégie ou si on a des positions de principe. À un moment donné, la position de principe, si elle est vraiment fondée sur nos principes et que nos principes sont universels, je vous promets que ça doit être entendu par tout le monde. Il ne faut pas que ce soit alambiqué au point qu'on ne sache pas comment se situer. Et là, deuxième problème. Et là, c'est une guerre des mots. Autre guerre des mots, qu'on nous a encore répété récemment, la question était de savoir si ce qui s'est passé à Jénine était un massacre, oui ou non. Essayez de vous rendre compte du degré de cynisme. La bataille autour de la table, c'est de dire, était-ce un massacre, oui ou non? On a tué des dizaines, voire des centaines de personnes. La question est de savoir, c'est un massacre, oui ou non? On a fait tomber des demeures sur des gens qui étaient à l'intérieur. On a trouvé des enfants complètement calcinés. Massacre, oui ou non? Parce que si c'est un massacre, l'État d'Israël est totalement condamnable. Si c'est pas tout à fait un massacre, on peut comprendre en situation de guerre qu'on puisse s'en prendre à. Et nous, on est là, on regarde. Au point que la commission d'enquête ne s'est même pas rendue sur les lieux, et puis que finalement, sur le plan international, il n'y a pas tellement eu de réaction. Deuxième type de problème, plus circonstancié, où nous avons... Mais je ne comprends pas, moi. C'était là qu'il fallait 100 000 personnes à Paris. Quand on refuse une commission d'enquête, et puis qu'on soit dans la rue. C'est là qu'il faut dire à la France, c'est quand même pas possible qu'un pays qui défende autant le minimum des droits se taise quand on refuse, et à la barbe des Nations Unies, des Nations de la Terre unie pour le droit, qu'on le refuse d'aller voir ce qui s'est passé et comment on a massacré des gens. Non mais, là c'est un reproche que je nous fais. Alors on est en train de s'applaudir de ne rien faire. Ya masha'Allah. Il y en a qui l'ont. Mais il faut faire, à partir d'un certain moment, je veux dire, il faut savoir ce qu'on veut. Donc ici, vraie question, vrai problème, quel est notre discours par rapport à cela? Donc je vois là encore circonstanciellement une deuxième série de questions. Et je termine là-dessus, c'est notre rapport avec l'État français et avec les États européens.
Il ne faut pas confondre les questions internationales avec les questions nationales. Il ne faut pas confondre. Vous êtes des citoyens français et il faut vous préoccuper des questions nationales. Il faut vous préoccuper des vrais débats ici. Savoir comment une nation est aussi inconsciente d'elle-même quand elle ne se rend pas compte que le discours public aujourd'hui est le principal vecteur de l'émergence de l'extrême, et de l'extrême droite en particulier. Il faut avoir ce débat, vous devez en être. Mais il faut aussi faire comprendre qu'il devient aujourd'hui nécessaire que dans la conscience française, au nom de là d'où vous venez, à savoir du Sud, et de ce que vous êtes aujourd'hui, à savoir du Nord, que jamais vous n'oublierez en tant que citoyen français que la politique vis-à-vis du Sud est une politique qui concerne le Nord et que ça nous concerne. Nous sommes citoyens pour rappeler aux pays du Nord que comme vous traitez le Sud, c'est une question nationale. C'est notre problème. C'est pas parce que si vous n'amenez pas ça sur le terrain, je veux dire que vous acceptez l'état de droit pour vous, la dictature et le déni de droit pour les autres, ça n'est ni possible pour votre conscience, ni possible pour votre participation, c'est-à-dire ni comme musulman, ni comme citoyen. Donc il faut faire de ça, et questionner. Alors aujourd'hui, on a les moyens de ces questions. Faire aussi de la situation, alors bon là on parle de Palestine, on pourrait parler de toutes les autres situations, mais c'est vrai qu'il faut en faire une question sur le plan national. Et là, cela veut dire aussi que vous avez dans ce pays un certain nombre d'acteurs qui ne sont pas musulmans, et qui sont totalement dans cette logique, qui sont totalement dans la logique de questionner l'État français, de questionner l'Europe. Le problème aujourd'hui, et la question aujourd'hui à laquelle nous n'avons pas amené de vraies réponses, c'est l'établissement de liens concrets entre nous, citoyens, et d'autres citoyens de ce pays, pas forcément musulmans, qui questionneraient leur propre État. Aujourd'hui, nous sommes en train de promouvoir une politique dont le fond, en termes de conscience, est un peu communautaire. Et nous avons tort. Le fond de la question palestinienne, il n'est pas communautaire. Il est une question de principe. Il est une question de respect d'un peuple. Et tant que les musulmans n'auront pas compris que ce qu'ils doivent faire pour poser les termes du débat, c'est de revenir à l'universalité de leurs principes et à développer des partenariats conjoncturels et circonstanciés, eh bien, ils n'auront pas répondu à la question. La vraie question aujourd'hui qu'on nous pose, c'est « Mais en fait, vous les musulmans, vous ne vous levez que quand ça vous concerne. Vous n'êtes debout que quand les vôtres tombent. Vous dites une chose, mais vous en faites une autre. Vous dites que vous êtes pour la justice pour tous, mais vous ne vous levez quand l'injustice touche les vôtres. Vous ne serez jamais entendu sur la question palestinienne comme il se doit si vous restez silencieux sur toutes les causes. Vous ne pouvez pas demander qu'on se lève pour la Palestine et vous que vous restiez systématiquement assis pour tous les peuples opprimés de la terre. Il faut savoir ce qu'on veut. Et après on regarde l'Occident, on dit, eux, il n'y a que les intérêts, leurs intérêts qui les intéressent. Il n'y a que les intérêts qui les mobilisent. Mais quand on regarde les communautés musulmanes, vous pouvez dire autre chose. C'est la même chose. Si on doit être des exemples de la justice pour tous, il faut qu'on le soit. Et là, il faut une conscience réelle. Réelle. Et c'est aussi là qu'on aide, justement, tous les peuples opprimés, qu'on aidera aussi la question palestinienne. Voilà une série de questions. C'était une introduction. La parole est à vous, Inch'Allah.